Aujourd'hui, c'est une émission spéciale. Nous rendons un dernier hommage, un beau clin d'œil à celle qui nous a quittés et que nous allons manquer amèrement, Madame Rose Ouellette. C'est moi la poule qui monte au paradis, jouant ma tourne, amusant les amis, bloque tous les saints qui se mettent à danser. Et dans l'entrain, le bal a commencé. Saint-Pierre, dansait une ville, j'ai dit, c'est le temps de l'enjôler. Et Saint-Thomas vient me dire tout bas, ta place est là, assis sur le toit, voyant son corps. Et ensuite on saura, si c'est en bas, que ton corps descendra. Et avec nous, Gilles Latulippe, qui l'a tellement bien. Bonjour, Gilles. On est à Québec, puis la dernière fois que Rose Ouellette est venue à Québec, j'étais avec elle, j'étais venu tourner un petit bout de film. Et elle voulait tourner au cinéma impérial, là où elle avait travaillé la première fois avec Olivier Guimond, le père, Tizoun. C'est là que Tizoun lui avait donné son nom de La Poune. Alors, on est allé à la porte du cinéma impérial avec Roland, le photographe de Québec, et puis on prenait toutes sortes de photos. Et malheureusement, c'est devenu un cinéma porno. Alors, on pouvait plus entrer, tu comprends, à La Poune. Puis, alors, j'ai dit au gérant, c'est Mme Ouellette, puis elle aurait voulu visiter les loges, puis, tu sais, ça fait longtemps. Il dit, La Poune, ça? Oh, ben, quel diable emporte tout pour La Poune? Il ouvre les lumières de la salle, il arrête la projection. Les petits vieux, quand les lumières sont allumées dans le cinéma, ça se garageait partout. Dans les allées, ils sont tous allés se cacher des toilettes en bas. Je suis descendu l'allée avec Rose, tranquillement. On est allé dans les loges. Je me rappelle, quelque part, il y avait un nom d'acteur. Elle m'a donné le nom de l'acteur, je ne me souvenais pas. Je ne me souviens plus. Et on est descendu dans les loges. C'était les mêmes loges, semble-t-il. Et le nom de l'acteur était encore marqué là. Elle se souvenait. Et les boys se souvenaient que La Poune était rentrée dans le cinéma porno. Elle avait interrompu leur après-midi. Il y en a un autre qui se souvient d'elle, Jean Guilda. On écoute. Ben, je dois dire que j'ai de quoi écrire un livre avec les revues qu'on a fait ensemble. D'abord parce que je lui faisais faire des choses qui n'étaient pas du tout son style. Je me rappelle une année, on l'avait mis en guidoune. On avait un travail de guidoune, puis elle avait une coiffure afro énorme, rousse. On a ri, mais ri. On riait autant dans la salle que sur la scène. D'abord parce qu'il était imprévisible. On avait des dialogues, nous, bien sélectionnés, appris par cœur. Et puis une fois, on a fait le Misanthrope de Molière. Alors là, c'était tout en vers. Et c'était une femme qui a improvisé toute sa vie. C'était un métier spécial de pouvoir improviser. Et alors, elle avait des problèmes de mémoire. Alors, elle avait écrit dans son éventail tous les débuts des phrases. Et puis un jour, elle rentre en scène, elle ouvre son éventail, elle avait pris le mauvais éventail, il n'y avait rien derrière. Le show qui devait faire 10 minutes, en temps ordinaire, on l'a fait plus de 25 minutes et les gens étaient écroulés de rire dans la salle. Tout le monde l'a senti, tu comprends? Alors elle voulait terminer ses phrases en vers, au moins pour montrer qu'elle restait dans le truc. Mais c'est pas sorti. Je me rappelle, elle avait un moment, Madame, je vous enverrai des fleurs, me disait-elle. Et puis là, elle savait que ça finissait en fleurs, mais elle ne trouvait pas la phrase. Elle me dit, ce soir, on mange du chou-fleur. Mais rire à mourir. On ne savait jamais ce qui allait arriver avec elle. Est-ce qu'il y avait des moments d'hésitation? Est-ce que parfois elle disait, non, moi je ne suis pas capable de faire ça? Non. Non, elle aimait la gageure, là, tu sais, les trucs. C'est pour ça qu'elle aimait travailler avec moi. Parce qu'elle dit, qu'est-ce que je fais ce coup-ci, là? Quelque chose qu'on m'a jamais vu faire. Ah non, enfin, c'était une grande bonne femme. Moi, je me rappelle au National, bon, ben, on décidait d'une pièce qu'on allait faire, alors toi, tu rentres,
il t'est arrivé ça, il t'est arrivé ça, moi je rentre, j'ai fait ça. Et pendant 1 heure, on remplissait la scène avec des gens qui étaient écroulés de rire. D'abord parce qu'on avait quand même de l'esprit, puis quand tu travaillais avec des Juliette Pétry, avec des Claude Blanchard, ça marchait bing, 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 bing. On a fait des trucs extraordinaires. On s'en rendait pas compte à l'époque. Mais aujourd'hui, je me dis, Seigneur, pour avoir le courage de partir devant un public avec rien, tu sais, Oui, et puis... oui. Quelle est la chose la plus invraisemblable que vous l'avez vu faire? La marquise. C'était tellement loin d'elle. Je me rappelle qu'une de mes amies françaises était venue voir la pièce et qu'elle m'a dit, après, elle m'a dit, oh, votre numéro de marquise était drôle, mais cette pauvre femme, celle qui te donne la réplique, marchait à genoux comme ça toute la... Elle pensait qu'elle était à genoux, parce que la marquise était très large. Elle était tellement petite qu'effectivement, Est-ce que ça fait rire d'elle, parfois? Parce que j'imagine qu'on a dû dire des choses comme ça. Il y en a qui s'en seraient offusqués. Il y en a... je dois même dire qu'elle m'a foutu en rogne des fois. Ah oui? Ah oui, parce que moi j'avais un dialogue appris, et puis quand j'arrivais à mon punchline, il y avait un gros éclat de rire juste avant que j'ouvre la bouche. La poune avait fait quelque chose derrière. Elle me coupait l'herbe sous les pieds, là, tu sais. Alors j'écoute, laisse-moi finir de parler. Il me dit, je fais rien. Je dis, oui, mais c'est ta façon de faire rien. Parce que les gens m'écoutaient, mais on la regardait elle automatiquement, tu comprends? Parce qu'on savait qu'il ne fallait pas grand-chose pour faire rire, juste ses mimiques suffisaient. Qu'est-ce qu'elle vous aura appris? Ah, moi, elle m'aura appris d'abord de pouvoir se lancer dans des chemins qu'on ne connaît pas et d'arriver à en sortir très bien. Elle m'aura appris la patience, parce qu'elle avait une patience d'ange. Elle m'aura appris à trouver quelqu'un pour m'emmener chez moi. Si j'ai pas de voiture, comment s'y prendre, sans demander. Ah non, elle était vraiment une grande bonne femme. Est-ce qu'elle était triste? Parce qu'on dit que celles qui vivent sans arrêt, justement dans la joie et le comique, sont des gens très tristes, finalement. Non, je la vois pas comme une femme triste du tout. Chaque fois que je l'ai vue, moi, au bout de 2 secondes, on est obligé de rire, parce que même dans l'intimité, dans un restaurant ou n'importe quoi, il fallait qu'elle fasse le singe. Ça, c'est viscéral chez elle. C'était indispensable. Et nous, on attendait ça d'elle. Est-ce qu'il y a des jours où elle a décidé, tiens, ce serait peut-être bien que j'arrête tout? Est-ce qu'elle vous menaçait d'arrêter régulièrement? Parce qu'il y en a qui... Non, elle m'a menacé de me pousser dans l'escalier si je me mettais en face d'elle. C'est l'habitude d'être au milieu. Automatiquement, on descend l'escalier, je me mettais au milieu. Puis j'avais une main... Je suis là au-dessus. Elle s'en laissait pas imposer, alors? Non. Mais c'est drôle, gentiment. J'ai interviewé plein de gens et on m'a dit qu'elle tirait pas la couverte comme font certaines personnes. Elle la tirait pas, elle la prenait. Merci. Elle n'a pas besoin de tirer. Et nous avons un beau public aujourd'hui. Il y a les gens de la résidence Le Logis d'Or, il y a des bénévoles de la Fondation québécoise de cancer et des membres des Aînés Dynamiques. Et vous invite bien sûr à participer en grand nombre à leur campagne de financement tout le mois d'octobre. Et j'aimerais faire un aparté, remercier spécialement les gens qui nous ont aidés pour ce spécial Madame Rose Ouellette. Tout d'abord Roland de Québec, qui est photographe, Maryse Beaupré, Phil Laframboise, Jean-Roger, Roger Sylvain et Diane Duquette. Si tu permets... Gilles, nous allons bien sûr parler avec des gens que toi aussi, avec qui tu as travaillé très très souvent, Muriel Millard et Evan Johannes. Voici leur témoignage. Ben, c'était une pionnière, c'était une femme qui a créé presque cette forme de théâtre-là, avec Tizoun dans le temps. D'abord, elle a débuté avec Tizoun le père. Et puis, c'est lui qui d'ailleurs qui lui avait donné son nom, de la Poune. Parce qu'elle s'appelait Casserole, son nom de comédienne au tout départ. Et puis, lui, il l'avait baptisé La Poune pour un sketch
Et ensuite, elle a gardé ce nom-là. Elle avait un talent pour jouer toutes les musiques. Ouais. Elle jouait du piano, elle jouait du xylophone, elle jouait de l'accordéon, elle dansait la claquette, elle chantait. Puis quand elle paraissait sur scène, la salle croulait de rire. C'était toujours très drôle. Il partait d'un canevas. Quand on dit on fait quelque chose avec rien, puis on en fait un succès phénoménal. Mais c'était une femme qui était au bourreau de travail. Elle travaillait tout le temps. Elle finissait le Théâtre national, et puis la troupe Joseph et Manda prenait la place, et puis elle s'en allait à Québec, continuer encore une autre saison. Alors, elle n'arrêtait pas, et entre-temps, elle a eu des tournées avec Jean Grimaldi et tout ça. Alors, c'est une femme qui a travaillé tellement, c'était incroyable. Après le spectacle, elle allait prendre sa petite bière. Elle allait prendre sa petite bière, là, puis elle disait « On va-tu prendre la petite bière, mon chien? » Ah, parce qu'elle disait toujours mon chien. Mais quelqu'un qu'elle aimait bien, elle disait plus c'est chien. Parce que les animaux le font, ça. En tout cas, de toute façon, j'ai souvent entendu dire Madame Ouellette, on va aller prendre une petite bière mon chien. Ça nous arrive souvent, lorsqu'on fait ce métier-là, de ne jamais en sortir. Est-ce qu'elle avait des sujets d'intérêt en dehors du métier? Je pense pas, parce que si vous l'entendez parler, le moindrement, elle va vous dire « mon public hein? ». Et puis, elle a raison, parce qu'elle avait son public. Hein. Elle l'a toujours eu, d'ailleurs. Ça lui a jamais... ça lui a jamais faux bon. Pour elle, le public, c'était son public. Ouais. Le public en général, parce que toutes les classes de la société venaient au Théâtre national. Hein. Il y en avait qui avaient qui nommaient ça, mais ils étaient dans la salle quand même. Je me rappelle, moi, parce que j'ai débuté au Théâtre national. Il y avait des grands comme Giscard d'Estaing, le président de la France, qui étudiait à Montréal et qui venait avec les étudiants voir les spectacles de Mme Ouellette, et puis même qui en a fait des félicitations à Mme Ouellette quand il a été président de la France. Et puis, il y avait des gens qui disaient « Oh, ben moi, c'est vulgaire, ce spectacle-là. » Mais c'était jamais vulgaire. Ça n'a jamais été en bas de la ceinture, ça n'a jamais été... des gros mots. Non, jamais de blasphème. Et toujours les costumes propres, un respect du public. Elle montait des revues avec des finales, et elle portait toujours une belle robe du soir. Elle mettait seulement son petit caluron là, sur la tête, et puis... elle devenait la poune automatiquement, mais c'était toujours impeccable, toujours propre, et il faut donner ce respect qu'elle avait de son public, justement. Qu'est-ce que vous avez appris à la côtoyer? Bien, c'est cette discipline hein, de respecter le public. La première fois que j'ai travaillé avec Rose, c'était au Théâtre des Variétés, une revue qu'ils avaient montée qui s'appelait Vive la Poune. Et on a partagé quelques sketchs. J'étais à mes tout débuts dans la comédie. Et j'ai travaillé avec elle. Et le plus drôle, c'est qu'elle avait toujours... Elle n'était pas capable de prononcer mon nom, donc elle m'a baptisé Evanoé. C'est que lorsqu'on parlait d'Evanoé, c'était Joannelle. C'était drôle, on s'était amusé. Et j'ai appris beaucoup avec elle lors des tournées de revues. D'ailleurs, la dernière revue qu'elle a fait... c'était avec M. Marcel Gamache qu'on a perdu dernièrement. Et là, elle m'a montré toutes sortes de trucs du métier parce qu'on ne peut pas demander mieux que d'avoir une des pionnières de ce style. Votre plus beau souvenir avec elle? Mon plus beau souvenir avec Rose, c'est lorsque on m'a demandé de lui rendre hommage dans une chanson qui était l'hommage à la poune. Sur toutes les scènes où l'on menait la vie, elle n'a connu que triomphe et clameur. Si les gens l'aiment, c'est qu'elle connaît leur vie et qu'elle leur fait oublier leur valeur. Chanter quand quand je la voyais pleurer, c'était affreux. Parce que là, je me contrôlais plus, puis la voix sortait tout croche. Mais ça, le public le comprenait. C'était vraiment... Ça a été, je pense, la plus grande émotion que j'ai vécue dans le milieu, jusqu'à aujourd'hui. Il y a des soirs qui sont magiques, mais il y a des soirs qui le sont moins. Est-ce qu'elle savait récupérer cette soirée-là? Enfin,
Vous savez, quand on sort de scène, puis on dit, oh, ce soir, là, le public, on dit toujours, le public n'avait pas de talent. Ah oui, oui, oui. Mais en réalité, c'est... Ou nous, ce qu'on disait souvent, on disait, à soir, le public et ses Valium. Parce que ça ne rit pas, parce qu'on s'attend à ce qu'il y ait un rire, et là, lorsque tu t'attends à ce que ça bouge pas, tu fais, oups, OK, on passe à côté. Très rare, moi, que j'ai vu que ça n'a pas marché avec la poune. Juste de venir sur scène, déjà, le public était gagné. Parce qu'on ne peut pas l'imiter, Rose. À part de parler un peu comme ça, là. Évanouis, visite. Va chercher ma petite bière de coulisses. Ah oui. Ah, oui. La petite bière. Ah oui, ça était tout. Dans les théâtres d'été, elle était toujours présente. Oui. Quelle est la chose que vous referez tout le temps parce qu'elle vous l'a dit? C'est-à-dire qu'elle m'a parlé de son public comme un enfant. Que tu cajoles, tu leur donnes ce qu'ils veulent et ils vont te le rendre. Et dans mes spectacles, je le mets en pratique, ça, dans tout. Dans tout, je leur donne ce que le public veut et on se trompe pas. C'est drôle, en vous regardant, j'ai un flash et je me dis, est-ce que des fois, elle essayait de reprendre vos chansons? Non, mais des fois, elle disait, ah, il chante trop fort. Ah oui, je l'entendais. Ou la fois la plus drôle, c'est lorsque son micro était resté ouvert dans la coulisse. Et là, on en entendait de toutes les sortes. Hein. Justement, oui, en disant « Oh, le public, à soi, il est pas bon. » Mais ça sortait dans la salle, puis là, tu voyais le régisseur qui venait nous dire « Chut, chut, le micro, le micro. C'est qui veut. » Ah oui, c'était drôle. Finalement, vous viviez toujours des bons moments. Est-ce qu'il y a eu des moments tristes avec elle? Non. Jamais? Jamais. Pourtant, on sait que... Les moments les plus tristes, oui, c'est quand on n'était pas ensemble. Je veux dire qu'on venait de terminer la revue, puis on a eu tellement de plaisir. C'était comme à peu près toutes les équipes. Mais avec Rose, c'était particulier, parce qu'on savait qu'on avait avec nous une grande dame et qu'on ne pouvait pas retrouver ailleurs. Moi, la dernière fois, j'ai travaillé avec elle, c'était aux variétés, et puis déjà, elle commençait à être un peu confuse. Et souvent, on joue des sketchs qui ont le même thème. Alors, on avait commencé à jouer un sketch, et dans le milieu, elle avait changé, elle avait switché pour jouer l'autre. Puis là, je me rendais bien compte qu'on ne parlait plus de la même affaire pantoute. Puis là, je voyais arriver le punch de son sketch à elle, puis ça nous prenait quelqu'un d'autre. Puis on ne l'avait pas parce que c'était pas prévu. Puis là, finalement, elle s'est rendue compte qu'on ne jouait pas la même affaire. Ben, t'avais un métier, hein? Elle a pelleté tout ça, est revenu, puis ça a fini, c'était formidable. Personne ne s'est rendu compte de rien, sauf moi, t'en préfères une syncope. Mais c'était Rose, hein? Puis elle sortait de n'importe quoi. Ah, des fraises et des framboises, ça va tout le monde? J'en ai bu. Des fraises et des framboises, j'avais jamais travaillé. Ah, des fraises et des framboises, j'ai pas pu aider. Soyez pas d'aller la voir. Merveilleuse. Elle est merveilleuse. Elle a passé sa carrière à faire du burlesque. Oui. Mais Rose avait du front. Elle a même fait une incursion dans le théâtre légitime. Dans le théâtre conventionnel. Savais-tu ça? Avec des textes? Ben oui. On en a parlé un tout petit peu avec, effectivement, Louis Lalande et Richard Abel, que nous allons voir en interview. Mais tout d'abord, voici donc Louis Lalande. On s'y attendait, mais c'est un énorme choc. Je veux dire, Mme Moilette, c'est quelqu'un, je pense, d'irremplaçable. Mais je pense que c'est le beau souvenir qu'elle va laisser à tout le monde. Je veux dire, je pense qu'il faut penser à ça. Mais on a des frissons. Ben oui, hein? ben oui. C'est ce moment où on pense à elle fort fort. Oui, exactement. Elle décide de faire exactement ce qu'elle a dit, c'est-à-dire de partir. Elle l'a dit. Oui, je suis content. C'est ce qui me vient en tête. On a passé un été ensemble et je sais que ça a été un été extraordinaire pour elle. Et puis je suis content mon Dieu, de lui avoir permis de passer ce bel été-là. Justement, parlons-en de ça. Parce qu'elle est reconnue pour avoir toujours eu des rôles où le texte, il fallait pas qu'elle l'apprenne. Non. Ça se déformait. Oui. Comment as-tu réussi à la convaincre d'apprendre un texte? D'abord, Mme Moilette, je lui dois beaucoup. Ici, je suis encore producteur de théâtre. C'est un petit peu à cause d'elle, parce qu'il y a eu la fermeture du théâtre Sun Valley. Après ça, je suis allé à Sorel, où j'ai eu un flop monumental. Et René Trudel, que tu connais, qui venait d'acheter le manoir du Lac-Lucerne, l'ancien propriétaire de Sun Valley, me dit « Louis, j'aimerais ça qu'on refasse du théâtre. »
Et puis là, je me suis dit, oh mon Dieu, me réembarquer dans la production, qu'est-ce que je peux faire? Et je me suis dit avec Mme Ouellette, c'est un succès assuré, parce que je venais de perdre des sous. Alors c'est à cause d'elle, j'ai téléphoné à Mme Ouellette, j'avais un auteur, j'ai fait écrire une pièce, et puis Mme Ouellette, ah oui, 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 que j'avais connue rapidement parce que j'avais joué avec elle pour Jean Lefrançois quelques représentations du Don d'Adèle au Théâtre Saint-Denis, puis il y avait tout de suite, il y a quelque chose un lien qui s'est spontané, qu'il y a eu entre nous deux. Et moi, si je voulais travailler avec elle, c'était pour profiter de son expérience aussi, puis de l'improvisation. Et à un moment donné, j'étais couturier dans cette pièce-là et je me piquais et elle devait me faire un petit bandage. Alors, inutile de vous dire que ça se prêtait bien à la comédie. Je vois à peu près. Mais on n'est jamais tombé dans la vulgarité. Et tous les soirs, c'était un petit peu... Des soirs, Mme Ouellette, ce soir-là, on improvise. Et puis, évidemment, là, elle s'amusait, puis elle me faisait travailler. Pour moi, ça a été une expérience extraordinaire. Puis elle était contente de jouer ce rôle-là, qui était un vrai rôle de théâtre. Et je pense, et ça, j'aimerais le savoir, que quelqu'un me dise la vérité, mais je pense que c'est le dernier rôle qu'elle a joué au théâtre. C'est en 1985, et on a fêté cet été-là ses 82 ans. Elle adorait le public. Je veux dire, on le dit, quand elle parle de son public, là. Et elle l'avait, son public. Hein. Enfin, il fallait être très intelligent. La rigueur aussi. La rigueur. Puis ça, elle l'a eu quand on a répété. Et je pense que ça l'affolait. Et je sais que Kathleen, bon, que tout le monde connaît, la petite fille de Mme Ouellette, je pense qu'elle était contente que Mme Ouellette joue un beau rôle comme ça. Ouais. C'était un petit peu à rôle des modes, là, cette pièce-là. Oui. Et Mme Ouellette, je pense qu'elle a eu une certaine fierté de jouer ça. Est-ce qu'elle avait des peurs, des incertitudes? Tous les soirs. Tous les soirs, avant d'entrer en scène, je sais plus ce que je dis, je sais plus ce que je dis, je sais plus ce que je dis. Bref, elle entrait, je me disais, avec son petit chapeau avec une plume rouge, son petit journal, parce qu'elle arrivait, c'était les petites annonces classiques, elle cherche un emploi. Évidemment, ça claque tous les soirs, schlac, le texte revenait, partait, puis des trous, elle en avait jamais. Je terminais le spectacle et je chantais, comme elle avait été chanteuse dans la pièce, on avait retrouvé, elle avait un manteau de scène qu'on avait retrouvé chez un antiquaire, dans l'histoire de la pièce. On lui mettait ce manteau rose-là avec un petit peu de bois. Et elle chantait « Je n'aurai plus jamais 20 ans ». Alors, c'est un spectacle qui se terminait, les gens partaient avec la larme aux yeux. Ah, c'est vraiment un beau souvenir. C'est un très beau souvenir. Puis j'ai un beau souvenir de Mme Ouellette aussi, où tu étais. On est allé, on rendait hommage à l'époque des Club Sandwich, je pense. C'est ça, oui. À Robert Bourassa. Et c'est M. Bourassa qui avait demandé que Mme Ouellette soit là, donc, et Mme Ouellette m'avait demandé de l'accompagner. J'étais bien fier. Et j'étais allé la chercher. Elle était toute belle, dans un ensemble un petit peu écru, je me souviens, toute chic. Elle était fière, Mme Ouellette. Et puis ce soir-là, d'être restée avec M. Bourassa. C'est pour moi un très beau souvenir, cette soirée-là. En tous les cas, elle a bien vécu. Elle a bien vécu. Et on l'a beaucoup aimé. Et merci pour tout, Mme Ouellette. Le public, tout le public, je pense, c'est un grand deuil. Quel est le lien que vous avez eu avec elle? Ben, j'ai eu un lien de musicien, parce qu'au départ, avant de faire une carrière comme soliste, j'étais accompagnateur. Et je me suis retrouvé à un moment donné pianiste accompagnateur de Mme Ouellette. On a fait quelques tournées. Et par la suite, eh bien, aussi, il y avait un autre lien, c'est que ma mère était serveuse, et puis servait régulièrement Mme Ouellette pendant des années. Et puisque j'allais visiter ma mère, donc je voyais souvent Mme Ouellette en même temps. Et il y a une pièce en particulier qui la frappait toujours. Ça a été une pièce dans laquelle je joue 12 notes à la seconde, c'est un boogie-woogie. Et à chaque fois qu'on lui rendait un hommage, je me disais, je voudrais que Richard vienne jouer son boogie rapide, là. Et je me rappelle d'avoir fait des sketchs avec elle au Démon du Midi, par exemple. Et je me souviens, entre autres, d'un sketch où on avait beaucoup ri, je l'ai gardé sur vidéo cassette, dans lequel je la courtise, et puis, bon, enfin, je veux avoir une relation plus intime avec elle, puis bon, c'était drôle. Et puis, on a développé une amitié aussi. Il faut dire qu'elle était beaucoup amie avec Timous. Et dans mon jeune temps, je vais dire aux gens qui nous écoutent que je vais dire mon âge, j'ai 41 ans, parce que pour situer les gens. Et il y a 20 ans, disons, je les accompagnais. J'accompagnais Tigus Timous aussi pour payer mes études. Et Denise Aymon était bien amie avec Mme Lapoune. Donc, on se revoyait tout le temps dans plein de circonstances comme ça. Je me rappelle d'un party qu'on avait fait pour elle, puis il y avait Mme Pétry aussi, puis ils avaient fait un numéro à deux. J'ai ça sur photo, j'ai 19 ans, je pense. J'étais au piano, puis je les avais accompagnés dans je sais pas quoi.
Et puis, il y avait aussi Manda, Mme Pétry et Rose Ouellette sur la scène. Puis, je les accompagnais, j'avais 19 ans, moi. Je les admirais, je les regardais. Et moi, je suis jeune comparativement à eux. Et j'étais, ah, quel métier, parce que je voyais des choses. Parfois, le sketch, pour apprécier une comédienne ou un comédien, c'est lorsqu'on connaît le sketch et qu'on voit dans une situation donnée les imprévus qui arrivent, on les voit se débrouiller. Et c'est là qu'on voit la grande valeur. J'avais vu ça chez Gilda aussi, Mme Ouellette, c'était pareil. Donc, par exemple, je voyais le sketch pendant 15-20 fois. Bon, il y avait une certaine homogénéité, mais à un moment donné, il y a quelqu'un dans la salle qui lançait une blague ou ça. Donc, il fallait revenir à la situation et tout ça, puis c'est là qu'on voyait le métier. Et là, voilà. Elle aurait pu en montrer beaucoup. Moi, j'ai été témoin d'une petite manie qu'elle avait. On sait tous et toutes qu'elle aimait prendre une petite bière après le spectacle. Mais ma mère, en tant que serveuse, il y avait une petite manie qu'elle avait, que je ne sais pas si les gens sont au courant, mais elle mettait toujours du poivre dans le fond de son verre avant de mettre la bière. Non. Donc, une serveuse qui n'était pas habituée de la servir arrivait avec la bière et le verre, il fallait recommencer. Elle a demandé gentiment, elle a dit, s'il vous plaît, moi je prends ma bière comme ça, vous mettez du poivre dans le fond de mon verre et après on verse la bière. C'était cette petite manie à elle, je ne l'ai jamais vue ailleurs. Un moment touchant avec elle? L'année dernière, au Chez nous des artistes, on avait fait une espèce de foire à l'extérieur. Et puis, pour pas trop se fatiguer, tu vois, elle était restée sur son balcon. On m'avait fait une scène et je jouais du piano. Puis elle a fait descendre quelqu'un pour me dire, Richard, tu sais la tourne de Rose Ouellette, est-ce que tu peux lui jouer? Puis je savais que c'était ce boogie-woogie avec les 12 notes à la seconde. Alors j'ai pris le microphone, il y avait des centaines de personnes, puis je l'ai regardé sur son balcon. Puis, moi, j'aurais vu cette scène-là dans un film, mais là, c'était vrai, c'était pas acté, c'était même impromptu. Puis j'ai dit, Mme Ouellette, vous avez demandé la pièce que je vous joue à chaque fois que je vous vois en anniversaire ou que je vous rends un hommage. Voulez-vous, est-ce que je vous la rejoue encore? Elle m'a fait, c'est oui. Et puis je voyais qu'elle s'essuyait les yeux. Puis là, j'ai compris en jouant, je me demande comment je me suis rendu jusqu'à la fin de la pièce, parce que j'ai réalisé qu'elle réalisait qu'elle était en train de décrocher un petit peu, que là, elle avait arrêté et qu'elle revoyait tous ces bons moments de scène. Puis je voyais dans la musique qu'elle revivait des choses et puis elle pleurait. Puis pourtant, c'est une pièce qui est très enjouée, qui est très même comique, là, dans le fond. Et de l'avoir pleuré sur ma pièce, ça m'a bouleversé. J'ai fait une croisière moi, dans les îles grecques avec Rose. Et puis, elle avait sa cabine complètement à l'autre bout du bateau, tu sais. Puis un midi, je vais aller la chercher pour venir dîner. Puis elle fermait sa porte. Puis là, elle essayait de barrer sa porte. Puis elle n'était pas capable, puis elle n'était pas capable. Puis elle chicanait, puis elle barrait, tellement que je riais. Puis je pouvais même pas l'aider. Puis au bout du bateau, arrive un matelot qui s'emmenait tranquillement, il s'emmenait. Pendant tout ce temps-là, elle essayait de barrer, puis elle essaye de barrer, puis pas capable. Puis le gars s'emmenait. Puis juste comme le gars arrive, elle barre sa porte. Le gars, il dit « alarmé », il la pousse, et il débarre, puis il s'en va. Elle a appris le grec instantanément. Le gars, il a connu la poudre là. Quel beau souvenir! Ah, oui. Elle est vraiment, vraiment impérissable, celle-là. Ah, c'est merveilleux. J'ai lu une autre histoire avec... Ah, bien, il y en a plusieurs. Ouais. À part de ça, on est allé en Israël aussi. Et puis, en Israël, à un moment donné, on est sur la rue, puis elle me dit, écoute, trouve-moi une toilette. Alors, je rentre dans quelques magasins, dans les restaurants, finalement, j'en trouve une, puis je dis, Rose, c'est là, c'est juste au fond. Elle rentre là, mais c'était des toilettes à pédales. Oui, les fameuses. Elle n'a jamais vu ça de sa vie. C'est comment, quand elle rentre dans ça, elle ressort, elle dit, c'est une toilette. J'explique le principe, elle est en maudit, elle ne voulait rien savoir. Un peu avant le voyage, elle s'était fait opérer pour des cataractes. Elle portait des verres contacts, tu comprends, des contacts. Et puis finalement, elle se lève un matin, elle dit, merci mon Dieu, j'ai retrouvé la vue, c'est formidable. Ah oui, pas de lunettes, rien. Elle avait oublié d'enlever ses contacts le soir, elle était couchée avec. Le matin, quand elle s'est réveillée, elle voyait, tu comprends? Sauf qu'un peu plus tard dans l'après-midi, quand elle a voulu mettre, elle a mis la deuxième paire. Là, elle voyait plus rien. Elle avait un drôle de sens de l'humour. Elle n'était pas drôle jour sur scène, hein? Elle était drôle tout le temps.
Eh bien là, on va parler avec quelqu'un qui l'a connu beaucoup dans les derniers jours de sa vie, qui nous en parle avec beaucoup de chaleur, M. Roger Sylvain. Pour moi, Rose, c'était comme une grand-mère que j'avais adoptée aussi, puis qui m'avait un petit peu adopté. J'ai été son dernier partenaire de scène. On a travaillé ensemble pendant 4 ans. On allait dans les résidences de personnes âgées. Rose avait toujours dit, je voudrais finir ma carrière avec ceux qui m'ont connu à mes débuts. Alors, on allait dans les résidences et là, on retrouvait des gens qui avaient été de l'époque du Théâtre National, qui allaient la voir, qui l'ont vue aussi à l'époque où elle faisait des tournées. Puis c'était tellement émouvant à certains moments de la voir parce que après qu'on avait fini nos sketchs, moi je faisais des chansons, je faisais des sketchs avec Rose. Et après ça, on allait rencontrer les gens, leur donner la main à chacun. Puis il y avait des gens qui la prenaient, là, puis qui pleuraient, puis qui... Il y avait tellement une belle complicité avec le public. Et quand on partait, Rose avait toujours le cœur gros. Puis là, elle disait toujours, mon Dieu, je voudrais pas me retrouver comme ça quand je vais être vieille. Mais déjà, en réalité, elle avait quand même plusieurs années, mais pour elle, elle n'était pas vieille. Et j'ai l'impression que Rose n'a jamais été vieille. Elle avait juste un gros chiffre d'années. Puis, pour moi, c'est comme si je perdais quelqu'un de ma famille, comme une grand-mère. Mais en même temps, l'ayant vue ces derniers temps, je suis allé la voir chez elle 2 fois dans la semaine qui précédait son entrée à l'hôpital. Puis c'était plus Rose, elle était tellement maigre, elle était déshydratée complètement, elle voulait pas se nourrir. Et moi, je me souviens, le vendredi soir, j'ai fait manger 5 petites cuillerées de yogourt, puis des petites cuillerées à thé. Et il y avait comme 3 minutes entre chaque cuillerée. Là, je disais, une autre, Rose, juste une autre. Puis elle disait, oh non, je pense que j'en ai assez. Là. Non, Rose, une autre petite cuillerée. Là, j'avais pris, j'ai dit, bon, une cuillerée pour Roger, une cuillerée pour Kathleen, puis une cuillerée pour Denise, sa fille. Alors, puis là, je faisais boire de l'eau parce que le médecin avait recommandé qu'elle prenne beaucoup d'eau. Puis elle voulait pas, elle tassait toujours le verre, alors je le ramenais, j'ai une autre petite gorgée Rose. Elle prenait une gorgée, puis là, elle poussait. La bière? Elle aurait peut-être aimé la bière? Non, la Même bière, pas? tu vois, j'en avais apporté. Le mardi soir, quand j'y allais, moi, j'apportais toujours 6 petites bières. Et j'avais dit, veux-tu prendre une bière? Elle dit, non, toi, si tu veux en prendre une, elle a dit, moi, je suis pas capable. Alors, ça faisait là, presque un mois qu'elle n'en prenait plus. Par contre, elle fumait. Mais c'était une femme qui était très solitaire dans sa vie. C'était pas la femme qui allait dans les parties. C'était pas la femme qui recevait. Et c'était pas la femme non plus qui aimait être reçue là, chez les gens. Pour se déplacer, pour aller en quelque part, je me souviens chez Gilles Latulippe, elle est allée chez Marcel Gamache. Mais c'était pas la femme qui sortait beaucoup. Elle aimait pas... Elle avait une vie très privée et très tranquille aussi. J'essaie d'avoir un moment de colère de Rose, puis tout le monde m'a dit, nous autres, on n'en a pas vu, mais probablement que lui, il en a vu. Oui. Quand on travaillait en Floride, notre dernier engagement, ça a été les derniers pas de la carrière de Rose. Et on était en Floride, puis là, elle avait son petit chapeau. Alors, j'allais la chercher à sa chambre, je la maquillais, je plaçais ses cheveux, puis bon, je l'habillais, je disais, OK, on s'en va faire le show. Et il fallait descendre des marches. Il y avait des marches à descendre tous les soirs. Alors là, elle prenait son petit chapeau, puis elle disait, pourquoi j'ai accepté ça, ce contrat-là? J'aurais dû rester chez nous, c'est une maudite marche-là. Je disais, Rose, ils vont être là tous les soirs pendant 6 semaines. Faut que tu t'habitues, là. On va y descendre à tous les soirs. Mais là, à tous les soirs, là, encore ces maudits escaliers-là. Oh, pourquoi j'ai pas resté chez nous? Puis, alors, je sentais qu'il y avait une abdication, que ça y tentait plus. Et elle avait toujours dit, je vais arrêter à 90 ans. Et là, elle avait dépassé le 90. Elle avait eu 90 ans au mois d'août et on était rendu au mois de décembre. Alors, quand elle est revenue au mois de janvier, elle dit, bon, elle dit, là, j'ai passé ma date, je devais arrêter avant ça, là, maintenant, c'est fini. Et moi, j'aurais toujours pensé qu'elle serait ennuyée, que ça lui aurait manqué, le métier. Et contrairement, elle me disait toujours, non, j'y pense pas. Je pense au public, par exemple. Ça a été une chanteuse au départ, Rose Ouellette. Elle a eu une carrière. Ça a été la première artiste francophone à en disquer ici, à Montréal, en 1926. Quand elle parlait du présent, qu'est-ce qu'elle aimait? Elle lisait le Journal de Montréal à tous les jours. Et ça, un jour, j'ai dit, mais même quand on était en Floride, va me chercher mon journal. Là, je disais, oh, c'est les nouvelles d'hier, ça fait rien. Et elle m'avait expliqué un jour, j'avais trouvé ça, elle dit, tu sais, j'ai pas été à l'école bien longtemps. Puis elle dit, j'ai pas eu une grosse instruction.
Mais elle dit, j'ai appris que quand tu te tiens au courant de ce qui se passe, tu as l'air moins fou quand les gens t'en parlent. Alors pour elle, de lire, là, elle lisait pas tout, là, elle lisait les grands titres, puis elle regardait, pour être au courant que si quelqu'un lui disait un jour, écoute Rose, as-tu vu ça hier? Il est arrivé telle affaire. Oui, 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 je l'ai vu dans le journal. Alors pour elle, c'était une façon d'être up-to-date, ni plus ni moins. Ouais. Ça, je trouvais ça cute aussi. Est-ce qu'elle avait parfois des regrets de quelque chose? Est-ce qu'il y a des choses qui lui ont manqué? Je pense pas. Comme une vie familiale avec plusieurs enfants, non? Non, non, ça n'a pas été... Rose n'a pas été, comment je dirais, une femme de famille. D'ailleurs, à l'époque, il travaillait matinée et soirée, 7 jours par semaine. Alors, elle arrivait au théâtre vers 12h30, puis elle sortait de là à 12h30. Donc, le plus grand temps de sa vie s'est passé sur les planches au théâtre. Et d'autant plus qu'à cette époque-là, il répétait la nuit ce qu'ils allaient jouer la semaine suivante parce qu'ils changeaient de spectacle à toutes les semaines. Mais elle s'est pas sentie seule et isolée d'être justement seule dans la vie? Non, elle avait sa fille, Denise. Il y a Kathleen aussi, sa petite fille, qui s'en est beaucoup occupée, qui a été très près d'elle. Elle s'est occupée aussi beaucoup avec... elle a eu des sœurs, parce que tu sais que Rose était née d'une famille de 21 enfants. Ben voyons donc. Ben oui, sa mère avait eu 21 enfants. Elle en avait perdu plusieurs à différentes périodes, mais Rose était le bébé. C'était le petit bébé qui était né au coin... Elle était née au coin de la rue Ontario, Papineau. Quelle est la seule chose que tu aimerais qu'on retienne d'elle? Qu'elle a énormément aimé son métier. Ça a été sa vie. Et ça a été tout le long de sa vie. Je pense qu'elle n'a vécu que pour ça, finalement. Son métier, son théâtre, comme elle disait tout le temps. Mon théâtre. Et ça a été tout le long. Et dans les derniers temps, elle pensait vraiment que le public l'avait oubliée. Et lorsqu'elle a réalisé, parce que, tu le sais, t'es comédienne. À un moment donné, quand on arrête dans ce métier-là, tout à coup, on passe dans l'oubli. Les gens oublient. Oui, c'est vrai. Tout va très vite. Alors, pour Rose, elle pensait aussi que, à un moment donné, quand elle se retirait, les gens, bon, après un an, elle l'aurait oublié. Et de voir que les gens l'appelaient, de voir que les gens lui écrivaient des choses comme ça, elle se disait, ils m'ont pas oublié. Et ça, pour elle, ça a été, je pense, une consolation de voir que les gens n'oubliaient pas. Moi, il y a une chose aussi qui m'avait beaucoup frappé, c'est que le mardi soir, quand j'étais allé la voir, elle m'avait dit, j'aimerais ça voir Monseigneur George Comte. J'aimerais ça qu'il vienne me voir, tu peux-tu l'appeler? Alors, j'ai appelé à l'archevêché, et il y a aussi Richard Gauthier de chez nous, des artistes, qui a appelé le même jour Monseigneur. Alors, Monseigneur a dû dire 2 appels, il faudrait peut-être que j'aille. Alors, il est allé la voir, il a passé, je pense, 2 heures avec elle. J'ai l'impression qu'elle voulait se confesser, mais elle voulait pas se confesser à n'importe qui. Je pense que c'était très correct comme ça. Oui. Et Monseigneur, en partant, lui a donné son chapelet. Il lui a dit, je m'en vais à Rome voir Monseigneur, le pape. Alors, il dit, quand je vais revenir, je vais vous rapporter un chapelet béni du pape. Alors, elle dit, bon, ben, elle dit, laisse-moi le tien en attendant. Puis elle dit, quand tu reviendras, je te l'ordonnerai. Alors, puis là, quand il est parti, elle dit, si tu peux revenir, même si tu n'as pas le chapelet, ça ne me dérangera pas. Puis elle m'avait raconté aussi son entretien avec Monseigneur. Puis au début, bon, il la voyait, elle le voyait, puis là, tout à coup, il a dit, on se portera pas respect, là. Elle dit, on va se parler comme ça. Puis elle me racontait, elle dit, il m'a pris, puis elle dit, il me serrait dans ses bras. Elle dit, il est tellement fin, puis il est tellement gentil, puis quel bel homme. Fait que ça a été pour elle, je pense, un des derniers bons moments qu'elle a vécu. Mais tu sais, des gens comme Rose, on n'en verra plus des carrières comme ça, des carrières de 75 ans. Tu sais, souvent les humoristes disaient, la Paune, elle aime son public, puis son public l'aime. Ils ont fait des blagues avec ça, mais c'était vraiment vrai. Lorsque pour moi, l'heure de la retraite sera sonnée, c'est pour mon cher public que j'arrive. Ma dernière pensée. Au revoir et merci, merci, merci. Notre comédie est maintenant finie. Au revoir et merci, merci, merci. Vous êtes contents, nous autres aussi. Au revoir et merci. Ah, et le final, hein? Ah, hey.
vraiment à nous de la remercier. Vraiment à nous de la remercier. Et pendant qu'on distribue une photo que Roland de Québec nous a généreusement donnée, la fameuse photo Du Théâtre Impérial. du Théâtre Impérial, où effectivement, le fameux théâtre. C'est là qu'elle a été nommée la Poune. Voilà. T'as un dernier souvenir à nous accorder? Oui, bien quand j'ai ouvert le Théâtre des Variétés en 67, elle était une des premières à venir jouer là. Et elle était partenaire, sa partenaire c'était Simone Mercier. Et Rose ne répétait pas, mais c'est Simone Mercier qui répétait. Et je me rappelle, Rose était dans la salle dans l'après-midi, puis Simone, elle explique au chef d'orchestre, elle dit, moi j'arrive d'abord et puis je fais une chanson, puis ensuite la Poune, Rose arrive, là les gens applaudissent, et puis on enchaîne avec quelque chose. Là, Rose s'est levée, elle dit, une minute, toi, là, les gens applaudissent, c'est pas sûr, ça. Ils se rappelleront peut-être même pas de moi. C'est bizarre, hein? Elle était encore inquiète, puis elle pensait, parce qu'elle avait quitté le National, elle avait été un moment sans jouer à Montréal, au théâtre, et là, elle faisait une espèce de retour à Montréal, aux Variétés, et elle dit, ils se rappelleront peut-être même pas de moi. Toi... 75 ans de carrière, faut pas oublier, c'est ça, Rose. 75 ans de carrière. Modestie et aussi générosité. Et faut pas oublier, on se demande, mais je me demande encore comment ça se fait qu'elle a fait ce métier-là. Elle est née d'une famille de 21 enfants. Il en est mort 17 en bas âge. C'était la crise, c'était la pauvreté, c'était... Comment pouvait-elle avoir le goût de rire dans des circonstances comme ça? Et malgré tout, elle est sortie de là, puis elle a fait une carrière extraordinaire. C'est une leçon de courage qui ne s'adresse pas seulement aux acteurs ou aux actrices, mais à tous ceux qui veulent faire une carrière dans quelque chose. Quelle est la chose que tu vas garder précieusement et que tu as appris d'elle? Son courage. C'est extraordinaire d'avoir le courage qu'elle a eu. Être une femme comique à cette époque-là, aujourd'hui, c'est dur encore, mais beaucoup moins dur. Rendez-vous compte des années 20, une femme qui fait rire, ça prenait un courage exceptionnel. Et aussi sa conscience professionnelle. Ça m'a marqué. Et le respect du public, ça va me rester toujours. Il y a toi, il y a M. Grimaldi. Jean, bien sûr, 90